Swear. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Soirée avec Polydomso qui est de retour. On a passé les 10 000. Ravi mon cher Polydomso. Ah ouais, super ravi. C'est une petite étape. Mais Exactement. Donc step n'hésitez by pas, step. step by step, n'hésitez pas à vous abonner, ça nous fait toujours plaisir, à nous écouter sur donc iTunes, balancez les 5 étoiles sur iTunes, là aussi très important, les liens sont dans la description, et puis sur toutes les plateformes de streaming, enfin de podcasts habituels, donc Google Podcast, Spotify, Deezer, SoundCloud, le podcast est en téléchargement légal et gratuit, bien évidemment, sur SoundCloud. Bien, on va passer avant de rentrer dans le vif du sujet, donc à savoir le MMA, Nate Diaz, Romero, Costa, sur le gros combat qu'il y avait en boxe. Donc c'était hier à 1h qui était quand même très sympathique pour nous puisque ça se déroulait en Russie si je ne m'abuse. Donc Kovalev-Yard, Kovalev qui revenait pour défendre ses ceintures light heavyweight, enfin sa ceinture light heavyweight, et qui s'est imposé par KO après une véritable salade de jab et à avoir survécu finalement au 8e round, donc toujours vivant, toujours debout. Ouais, c'est là où il a montré en fait sa résistance et son expérience de vétéran. Il a laissé passer l'orage. Il n'est pas passé loin quand même. De perdre le combat. C'est au 8e round. C'est ça, ouais. quand Yard a réussi à casser la distance et à être en mi-distance pour enchaîner les crochets. Et il est vraiment, c'est passé à un fifrelin, quoi. Mais après, il a réétabli sa distance, il a repositionné son jab. Et alors, c'est marrant, je sais plus qui disait ça, mais en gros, les jabs de Kovalev, c'est des power shots, quoi. C'est-à-dire, en gros, c'est pas seulement des jabs pour tenir la distance. C'est un peu comme Sonny Liston, quoi. Il peut te mettre KO sur un jab. Et d'ailleurs, je crois que le dernier coup sur lequel il met knockdown, c'est sur un jab. Il a une façon de le faire que j'aime beaucoup. Il l'a fait dans plein de combats et ça a surpris pas mal de combattants, dont André Ward, par exemple. Il avait réussi à toucher plusieurs fois comme ça. C'est qu'il feinte son bras arrière et en fait, il s'abaisse au niveau de sa position et de son centre de gravité. Il baisse, en fait, il s'accroupit un peu et après, il explose comme un ressort en fait sur son jab. Et c'est pour ça qu'il a de la puissance et que les gens le voient pas venir. Donc c'est pas mal. Il a ce petit trick et il a des combinaisons, des variations autour de son jab où il va feinter un crochet bras avant pour ensuite partir sur son jab, où il va doubler, tripler son jab. C'est vraiment pour ceux qui veulent étudier une boxe un peu scientifique où tu travailles vraiment à partir du jab pour dérouler derrière. Kovalev, c'est vraiment, je pense, un bon exemple à suivre à ce niveau-là. Ouais, donc qui avait son premier, on va dire, combat d'envergure, hein, qui s'est quand même bien débrouillé. Ouais, très bien. Après, il a peut-être, on peut éventuellement lui reprocher, ça d'avoir vraiment tout mis dans le 8e round, parce qu'après, clairement, il était à la peine face à un Kovalev qui, lui, à l'expérience des gros rendez-vous, a connu quand même un certain nombre de guerres, et puis qui, après avoir survécu, a quand même nettement dominé son adversaire. C'est ça. C'est Kovalev, il a trouvé un second souffle. Alors que c'est un peu là, c'est pour le coup, c'est une question de manque d'expérience quelque part, on peut dire ça. C'est que Yard c'est cramé. En plus, Yard, je pense que là, au niveau du conditionnement physique, du cardio, ça a dû jouer aussi parce que une partie en fait de son déclin dans les rounds qui suivent, c'est vraiment lié à la fatigue. Hein. C'est notable, ça se voit. Il bouge moins vite, il réagit moins. Donc du coup, c'est vrai que, mais c'est encourageant quelque part. C'est une défaite, mais c'est une défaite qui est encourageante. Perdre contre quelqu'un comme Kovalev, à la maison en plus de Kovalev, et de cette manière-là, il n'y a rien de honteux, quoi. C'est plutôt pas mal. Et si après il peut fixer un peu son problème de cardio, apprendre à mieux gérer son combat, ça peut devenir un très bon acteur de cette catégorie-là. Ça, c'est clair. Oui. En tout cas, maintenant, Kovalev qui devrait, selon toute vraisemblance, affronter Canelo Alvarez, qui monterait donc en light heavyweight. Normalement, il vise novembre. Là, après la guerre, c'est peut être éventuellement compliqué pour Kovalev, mais en tout cas, il y avait un accord sur la table. Toi, qu'est-ce que tu en penses personnellement, moi, je trouve que pour Canelo, c'est quand même un peu risqué, sachant que, par exemple, quand on a vu le dernier combat contre Daniel Jacobs, on a vu que quand Daniel Jacobs s'est enfin dit « Ah bah tiens, je vais utiliser ma taille », ça devenait un peu compliqué pour Canelo. Et puis là, quand même, monter en light heavyweight, je sais pas, tu vois, je me dis « Ok, t'as tout ce qui est autour de Golden Boy Promotion qui fait que si Kovalev n'arrive pas à mettre KO Canelo, selon toute vraisemblance, il devrait s'imposer par décision. Mais quand même, c'est un gros pari, je trouve. Ouais, c'est dangereux, c'est sûr, c'est dangereux parce que Kovalev, il est bien établi, c'est dans cette catégorie-là. Il y a toujours l'inconnu quand on fait une montée de catégorie. Après, quand on est aussi professionnel que Canelo Alvarez et qu'on est aussi bien encadré, généralement la montée, elle se fait relativement bien. Hein. Ça marche plutôt pas mal.
Et je pense qu'il y a pas mal de, on peut dire du calcul, hein, c'est pas une critique, mais il y a un calcul de la part de la Golden Boy Promotion, tu vois, de se dire, c'est le moment ou jamais d'accrocher le scalp de Kovalev, parce que comme tu dis, il sort d'une guerre. Kovalev, il est plus tout jeune maintenant. On peut Il y a eu dire les qu'il est guerres sur. contre Alvarez aussi, oui, enfin oui, là. Ouais, quand il est sur. Ouais, c'est un peu dur de dire qu'il est sur un déclin, mais en tout cas, il a plus cette aura qu'il avait avant de mec invincible et de destructeur. Donc, c'est le moment vraiment ou jamais pour accrocher ce scalp-là. Moi, je me dis, si la montée se fait bien, correctement, et qu'il n'y a pas vraiment un différentiel physique énorme, ça peut très bien se passer pour Canelo Alvarez. Après, d'un point de vue stylistique, on l'avait vu notamment dans son combat contre Golovkin, justement, les jabs de Golovkin avaient posé un certain problème à Canelo Alvarez. C'est pas Surtout sur vraiment, le premier combat, surtout sur le premier combat, c'est pas vraiment les mêmes jabs. C'est-à-dire, Golovkin, il met moins de force, mais en fait, on les voit pas venir. Ces jabs, ils partent principalement du bras avant, il n'y a pas un engagement du corps. Enfin, seulement du bras, ce que je veux dire, mais il n'y a pas tout le corps qui est engagé sur le coup comme Kovalev. Et donc, du coup, peut-être que les coups de Kovalev sont un poil plus prévisibles que ceux de Golovkin. Néanmoins, on avait vu que ça perturbait Canelo Alvarez. Or, Kovalev, il s'est très bien jabé. Donc, ça peut être intéressant au niveau du style. Après, je pense que, en toute honnêteté, hein, et je ne suis pas un fanboy, mais je pense que la boxe de Canelo Alvarez est plus complète que celle de Kovalev. Donc, évidemment, il y aura quand même un avantage en puissance de la part de Kovalev si le combat se fait. Mais néanmoins, Canelo Alvarez est meilleur, je pense, en défense. ouais. Il a un jeu plus complet. Donc, du coup, je pense qu'il peut compenser largement. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il peut le compenser largement le différentiel physique. Et je pense que si tout se passe bien dans la préparation de ce combat, ça devrait être un combat abordable pour Canelo Alvarez. Oh! Ah ouais. Abordable. Ouais, c'est vrai que ça sonne. Non, mais je veux dire, c'est pas impossible pour lui de faire cet exploit. Enfin, c'est ça que je veux Oui, dire. c'est ça. Ouais. Mais après, ouais, non, moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense qu'il est effectivement meilleur, tu vois, si on prend. Mais physiquement, tu vois, entre l'allonge, la taille, je trouve que ça fait beaucoup. Mais en tout cas, si Canelo arrive à faire ça, il y a aussi toutes les rumeurs autour d'un combat contre Callum Smith. Enfin, franchement, tu vois, t'auras ce côté. Ça permettra d'effacer, on va dire, toutes ces frustrations liées aux éventuelles décisions qu'il y a eu par le passé avec Golden Boy, où là, tu te dis, quand même, le mec. Bah, tu vois, il essaye pas de se protéger, on va dire. Parce que. Là, c'est sûr, là, c'est vraiment c'est un risque qui est pris Ouais. contre Kovalev. Même si, encore une fois, je pense que Non, c'est c'est pas, le moment. Oui, il y c'est a le ça, moment, voilà, c'est ça. il y a C'est-à-dire, 4 il y a ans, non. tout. Voilà, Ouais. c'est ça. C'est qu'il n'a pas fait ce combat il y a 4 ans, quoi. Il y a toujours une part de calcul, évidemment, parce que il y a trop à perdre sur la table. Et donc là, là, je pense qu'au niveau des stats, ils doivent se dire, bon là, il y a moyen il y a moyen de faire un billet, il y a moyen de dorer le blason, de redorer le blason. Néanmoins, c'est quand même courageux, et donc du coup, faut saluer ce genre de move. Bravo Canelo, bravo Canelo. Avant de parler UFC, mon cher Polydomson, on va parler quand même de la carte du Bellator 225 dans l'anonymat le plus total, mais quand même, qui a été une carte complètement dingue puisque 14 combats, 14 finishes. J'ai vu ça, ouais. Et bon, ok, par contre, il y avait clairement, ne cherchez pas d'éventuels, on va dire, title ou trucs comme ça. Non, c'était que des vieux de la vieille ou des mecs, on va dire, plus ou moins sombres, hein, mais mine de rien, c'était très plaisant. Et puis bon, voilà. Je crois que la main card, originalement, ça devait être que des combats de heavyweight. Mm. Donc, quand tu vois main card Bellator que des heavyweight, tu dis oulala, qu'est-ce que je vais voir. Mais quand même, il y avait des combats, moi, intéressants, je trouve, même si au niveau, encore une fois, comme tu l'as dit, de Les éventuels impacts pour les titres, c'est oui, ça, voilà, c'était c'est rien ça, du c'est tout. que c'était pas très très important. Il y a néanmoins Kharitonov, moi Kharitonov, ça me fait toujours Ouais. plaisir de le voir combattre. Il a réussi à venger l'affront qu'il avait eu contre Matt Mitrione. Je sais pas si tu avais vu le premier combat où Bah, il a quand même failli perdre ses c'est ça, testicules. ses Voilà. testicules, ouais. C'est-à-dire le combat, il a duré 2 secondes et il s'est pris le pire groin shot que j'ai vu moi de ma vie. Vraiment, mais pleine puissance. Et pendant 6 mois, il était hors du coup parce qu'il guérissait de ce truc-là. Donc là, il a lavé l'affront, il a réussi à mettre KO Matt Mitrione, ce qui est pas Et mal. bien en plus, hein. Bien, Très bien. ouais. Ce qui est dingue de se dire, Kharitonov, ça fait peut-être presque 20 ans qu'il combat. Ouais, Il complètement. a accroché des noms, il a battu Verdum, il a battu Alistair Overeem, il a battu Semi Shield, il a battu Mitrione, il a battu plein de gens ultra connus, Arlovski aussi, Ouais, mais il a jamais été en title shot ce mec-là. Enfin, tu sais, complètement. d'une grande promotion quoi. Ce qui est quand même assez dingue. Il est toujours passé un peu à côté, donc Mm. il fait partie de ces heavyweights. Tu sais, on se dit ah ça aurait pu.
Tu sais, Ouais, comme complètement. tu sais, Kharitonov, Cole Conrad, tous ces mecs-là, tu te dis merde, on est passé à côté de quelque chose Mm. finalement. C'est le destin, quoi. Et il y avait aussi Minakov qui combattait. Exactement. Qui De a... retour après sa défaite contre Cheikh Congo, la première en carrière, hein. Oui, Attention. oui, c'est ça. Il avait quoi, 20 victoires, 0 défaite, 21 victoires, 0 défaite. 24-0, 24. Aïe, aïe, 24-0, aïe, 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 ancien aïe. champion du Bellator, ancien champion du M1, non, quand même, hein. On ne Non, mais minimise pas l'exploit. non, c'est clair, c'était le nouveau Fedor Mm. selon certaines personnes. Il a eu une performance. Bon, je retire rien à Cheikh Congo qui a fait un combat parfait, mais c'est surtout lui qui a fait un combat. Oui, Enfin, complètement. combat vraiment, c'était étonnant, quoi. On l'a pas reconnu là, le Minakov. Il a spammé le bras arrière sans aucune construction et Ouais. il s'est crevé en fait et il s'est fait vraiment ouais outstriké par Cheikh Congo qui a vraiment Ouais. bien géré pour le coup, qui a su capitaliser sur le manque de forme là de Ouais. Minakov. Là, il a explosé Timothy Johnson en Ouais. 1 minute, je crois, un truc comme Ouais. ça. Ouais, mais Donc, après, c'était un peu abusé, je trouve, parce que tu sais, Timothy Johnson, il est arrivé genre en short notice parce qu'il devait affronter Arya, enfin le mec qui avait justement explosé Kharitonov pour ses débuts au Bellator. Je sais pas ouais, pourquoi il a pas combattu, mais bref, le pauvre Thompson qui se ramène comme ça. ouais, non, c'est pas de bol. Mais oui, de combattre Ayala, qui est Ayala, oui, intéressant. pardon. Ouais, Ayala, parce que Ayala, le mec, bon, c'est un brawler, quoi, mais il a manqué de mettre KO Mitrione, il a mis KO Kharitonov. C'est un Mais peu bien. le. Ah Oh oui, là oui, là, c'est un peu super. le gâcheur de surprise, quoi. Le mec, tu te dis, bon, on va faire une petite victoire pour notre petit heavyweight Kharitonov, et là, bim, il te le met KO au premier round, tu fais, ah putain, qu'est-ce qui se passe? Et ça aurait été intéressant de voir Minakov contre lui. Néanmoins, Timothy Johnson, c'est bon, il est vraiment pareil, c'est un journeyman qui est complètement hors de son prime, mais Complètement. c'était un gros lutteur, donc c'était quand même intéressant de voir Minakov contre lui. Je suis dégoûté, on n'a pas eu le combat Moldavski. C'est un Oui. heavyweight qui a un peu de talent, mais là il était blessé, je crois, il était sorti un peu du truc. Et enfin, le dernier combat qui méritait un peu d'être regardé, c'était Yaroslav, Mhm. qui est genre sur une série de 21 victoires et pareil, 0 défaite. Donc quelques combats intéressants, mais après, l'un dans l'autre, c'était une carte assez pauvre quand même, Oui, hein. complètement. Bah, il y a eu quand même le petit Nick Newell. Souvent, on en parle, le gars donc, qui a handicapé donc, d'un bras. Dana White lui avait pas fait, enfin, il avait fait combattre donc, lors des Dana White Tuesday Night Contender Series, son espèce de nouveau show. Il s'était incliné, je crois, par décision, donc il n'avait pas eu son shot à l'UFC. Là, il s'est imposé par soumission, donc il devrait avoir normalement son contrat pour le Bellator. Bah, c'est un mec, franchement, hein, énorme respect à lui parce que c'est un vrai combattant, on va dire. Enfin, Ouais. Bah, franchement. il s'est battu contre Justin Gaethje par Oui, exemple, hein. exactement. Ouais, Il a fait, tout à fait. donc c'est un mec qui est vraiment bon. Faut pas le sous-estimer. Et c'est marrant parce qu'il a une façon de faire justement où on peut déduire quand on le regarde que il a une façon de combattre qui a été vraiment influencée par son handicap. Il a une bonne capacité à casser la distance justement parce qu'il a ce problème d'avoir un bras où il a moins d'allonge tout simplement que les autres et c'est une arme en moins finalement à distance. Donc il a développé un style qui lui permet de pallier en fait à ce défaut et faut pas se dire ouais c'est juste un handicapé quoi. Le mec est quand même vraiment bon quoi. Ouais, exactement. Bon, allez, ça y est, ça fait 13 minutes. Enfin, pouvoir parler des vraies choses. Alors donc, la semaine dernière, il y avait l'UFC 41, hein, pour celles et ceux qui l'ignorent. Hein. Et donc, cette guerre entre Paulo Costa, donc, qui est absolument magnifique. Là, on voit certaines personnes qui commencent à dire Romero à la rasseur, Costa, machin, vous l'avez pas vu venir, machin, ceci, cela. Bon, alors, mon cher Poidomso, comment vois-tu la suite pour ces deux hommes? Petit mot juste de ma part sur Costa. Moi, je trouve, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est vrai qu'avec le recul, j'y pensais hier soir, c'est quand même dingue ce que l'UFC a fait, de faire passer quand même Costa de tu bats Uriah Hall, qui est, je crois qu'il était 14e ou 15e, à Yoel Romero, qui est numéro 2 middleweight, en 100 combats intermédiaires. C'est quand même hyper dingue pour un mec qui est quand même jeune. C'est pas un gars, genre, tu sais, quand ils ont amené Overeem et qu'ils l'ont direct fait affronter Brock Lesnar, tu vois. Mm. C'était risqué. On sait que ce genre de mouvement peut vraiment s'avérer Ouais, désastreux. Ils avaient fait pareil avec Yair Rodriguez contre complètement. merde. Frankie Edgar. Franck Edgar, merci. Et ça s'était pas du tout bien passé. donc, donc, C'est bon ça pour peut, te dire. Oui. ouais, tu peux vraiment en fait détruire une hype comme ça Ouais. pour un combat qui est juste trop tôt en fait, parce que hier Rodriguez il a du talent, mais il faut juste construire. On peut pas balancer un jeune prospect contre un lion comme ça qui est déjà bien vétéran. Et c'est vrai que c'était un énorme risque, d'autant plus avec Yoel Romero
qui lui non seulement peut te casser une hype, mais peut te casser un fighter aussi. Donc c'était dangereux. Ils ont fait ce pari-là. Après, c'était Costa quand même qui poussait un peu au combat. Donc, gros kudo à Costa, qui a eu le courage de demander un nom et pas n'importe quel nom. C'est le nom que personne ne prononce normalement dans la catégorie middleweight. Donc, je pense que c'est pour ça. Et du coup, finalement, s'est transformé malgré ce qu'en disent les gens de dire oui, il a perdu contre Romero. Moi, je veux pas rentrer dans ce débat-là. Je pense que ceux qui ont gagné le combat, attention, hein, je vais enfoncer une énorme porte ouverte. Bah, c'est le public qui a gagné le combat, tu vois, parce que... magnifique. Non, parce que c'était magnifique. Et puis, de toute façon, ce que Costa a prouvé, c'est qu'il était capable, au moins ça on peut pas lui enlever, de faire 3 rounds contre un des mecs les plus dangereux de la KT et de le faire avec les honneurs, quoi. Ça c'est clair. Après, qu'il gagne ou qu'il perde, enfin, il a gagné, je pense que ça va mieux dans le sens de la catégorie, quoi. C'est un peu plus avantageux et je pense que c'est un peu ça qui a dû influencer d'une certaine manière, je pense, le jugement, c'est de se dire que bon, bah quand même, Yoel Romero, il a 42 ans maintenant, 41 ans, 42 ans, je sais plus. Et donc du coup, il faut peut-être faire place à la nouvelle garde, bien que Romero, il est vraiment capable, là, s'il continue, encore une fois, s'il met des branlées à 2 ou 3 mecs, bah, de revenir dans la course au titre, hein, ça c'est clair. Oui, non, mais surtout que là, honnêtement, enfin après, je sais pas ce que tu en penses, hein. Pour moi, c'est vraiment... Bah, ils sont tous les 4, tu vois, si je vais mettre Adesanya, Whittaker, Romero, Costa, maintenant, ils sont bien au-dessus de la mêlée, tu vois. Parce que Romero, pour réussir à tenir contre lui 3 rounds, faut quand même... Ouais, ça demande d'avoir... ça demande soit certaines qualités techniques comme Robert Whittaker qui arrivait à, tu vois, genre à le circonvenir avec son déplacement, soit des qualités physiques, bah, comme Costa qui a quand même encaissé, qui a quand même bien encaissé comment, merde, ça va pas du tout. Jacare Souza qui avait réussi à temporiser le combat parce qu'il avait un tel avantage au sol que même dans les moments où Romero éclatait et pouvait peut-être éventuellement mettre fin au combat, bah, il arrivait à paralyser l'action suffisamment longtemps pour ensuite rétablir un échange debout sur des bases, on va dire, saines, quoi. Il y a un petit grésillement de votre côté, mon cher Polydomso. Je ne sais pas si vous l'entendez. Je ne sais pas d'où ça vient. Ah ben moi, je ne sais pas d'où ça vient non plus. C'est terrible. Je suis désolé. Terrible. Bon, bah tant pis pour nos auditeurs. Ah, c'est résolu. Ouais, ça y est, ça fonctionne. Ah bah super, bon bah très bien. Bon, bah, on ne saura jamais non. À quoi c'était dû, mais en tout cas, superbe. Donc, superbe combat. Pour Costa, maintenant, parce que personnellement, moi, il m'a impressionné parce que cette capacité à encaisser, à rester toujours stalker, donc à savoir chasseur finalement et contrôler, on va dire, la cage, m'a vraiment impressionné parce que malgré toutes les explosions de Romero, il n'a jamais reculé. Ça, vraiment, moi, j'ai été hyper impressionné par ça. Ses middle qui étaient, alors là, monstrueux, tout simplement. Le seul truc qui m'inquiète, c'est dans l'éventualité, tu vois, d'un combat contre Adesanya et dans une certaine mesure Whittaker, c'est le fait qu'il n'y ait pas ce jab, tu vois, ça pourrait lui poser problème, surtout dans un combat en 5 rounds. Ouais, mais là on commence à voir un peu quand même les faiblesses les limites, les failles de Costa, parce que faiblesse c'est un mot qui est un peu fort, quoi, mais les failles de Costa, parce que on avait déjà eu un aperçu de ça dans son combat contre Uriah Hall, où il avait été quand même touché quand même un certain nombre de fois par le jab d'Uriah Hall. Et là, le moment où je pense qu'il a été le plus révélateur dans le combat, hormis les explosions athlétiques de Romero, parce que ça, de toute façon, personne ne peut vraiment se protéger contre ce genre de mouvement, mais le moment où je pense où Costa a été le plus perdu, c'est ironiquement le moment où Romero essayait désespérément de gagner un peu de souffle, et où juste il bougeait, il variait, il changeait de garde, il envoyait un jab qui n'était pas très appuyé, mais c'était juste pour déconcentrer en fait Costa. C'est au milieu du deuxième round, il me semble, et Costa était complètement perdu. On savait qu'il avait vraiment du mal en fait à encadrer, à couper le mouvement en fait de Romero. Et donc c'est vrai que ça, alors moi c'est plus contre Whittaker que j'ai peur. Parce que Whittaker, il sait très bien faire ça. Je savais contre Adesanya. Adesanya le perdrait complètement avec ses mouvements, tu vois. C'est un peu... Ouais, mais je trouve qu'il bouge... Enfin, Adesanya, il est excellent. Hein. C'est un magicien au niveau des feintes et au niveau de sa variété d'armes. Mais je trouve que le jab de Whittaker est plus consistant. Il l'utilise de manière un peu plus scientifique, je trouve. Et il se déplace vachement bien dans l'octogone, Whittaker. Alors qu'Adesanya, parfois, il y a des moments où il est un peu
bah, tu sais, Oui. je veux dire statique. Enfin, tu sais, Ouais, il est non, bien ouais, sur ses tout à appuis et tout. fait. Et ça, en fait, je pense que dans une rencontre contre Costa, c'est mon avis, hein, ça ne fait que pour moi, bah, ça ferait un peu pot de terre contre pot de fer, quoi. C'est-à-dire, Ouais. certes, il arriverait à placer des coups, mais il y aurait un moment où, de toute façon, bah, Costa, il serait bon, ok, vas-y, j'encaisse Ouais. et je rentre avec un middle ou un truc comme ça. Et on avait déjà vu ça entre Adesanya et Vettori, où Adesanya était beaucoup plus rapide et beaucoup plus malin sur son combat contre Vettori. Mais il y a plusieurs fois où Vettori prenait genre 3 jabs et rentrait avec un middle et un crochet. Et en fait, comme Adesanya était resté sur place pour placer ses coups, il prenait quand même les coups derrière. Donc c'était beaucoup plus serré que ça n'aurait dû être. Et contre un mec comme Costa, ça pardonnerait moins, je pense. Ouais. Et encore une fois, c'est tout à fait subjectif hein, comme avis. Alors que Whittaker, justement, il a ce côté genre je pique, je sors, je désaxe et ça peut vraiment perdre, je pense, Costa. Ouais, mais surtout que vraiment, moi, c'est comme tu l'as dit, on a vraiment vu ses limites. C'est vrai que là, il n'a pas répondu à ce que les inquiétudes qu'il y avait par rapport à Yael, mais moi, c'est vraiment cette capacité, tu vois, à encaisser sans broncher qui me fait dire, tu vois, que il peut véritablement subir sans que ça n'impacte réellement, on va dire, le reste du combat. Parce que là, il s'est quand même pris, je sais pas si t'es, enfin, si t'es d'accord avec ça, le mec le plus puissant de la catégorie quand Ah même. non, c'est clair, c'est clair. Mais après, bon, le problème, c'est que on sait jamais quand est-ce que la résistance Complètement. elle est entamée, tu vois. Donc Ouais. c'est vrai qu'il peut continuer à encaisser comme ça pendant 3 ou 4 combats, et puis à un moment donné, ça va s'écrouler. Et là, c'est descente aux enfers parce qu'il n'aura pas appris justement à bien se protéger, à bien gérer avec. J'ai plus c'est un adage de boxe qui dit en fait c'est la meilleure et la pire des nouvelles pour un combattant d'apprendre qu'il a un bon menton, quoi. Parce que Mm. c'est une bonne nouvelle, parce que tu dis, bon, c'est cool, je vais pas me faire éteindre sur un coup, mais c'est une mauvaise nouvelle aussi, parce que tu mises un peu trop sur ton menton, et tu développes pas justement les capacités d'esquive ou de défense que tu développeras en te disant, merde, si je prends un coup, je suis mort, quoi. Et ça, c'est vrai que Costa, là, sur ses derniers combats, il puise un peu, il est un peu Ouais. dans l'échange, quoi. Il se dit, bon, je vais prendre un coup, mais je vais quand même en placer un. Donc, à voir. Après, aussi, moi, je trouve, comme tu l'as dit, qu'il y a quand même des qualités mais impressionnantes hein, Ouais. dans sa façon de combattre. Il apporte des choses, notamment son enchaînement middle, jambe arrière, crochet Ouais. du bras avant. Je pense qu'il peut mettre à KO un paquet de monde avec ce truc-là. Hein. Complètement. Ouais. C'est trop fluide, trop rapide. Et Ah tu oui, vois, regarde Romero, il l'a pas vu venir, il s'est fait knockdown, quoi. Et complètement. c'est beaucoup trop fluide, en fait. Et même sa façon qu'il a de travailler au corps contre un mec comme Adesanya, justement, Ouais. qui se défend beaucoup en bougeant, un peu à la manière d'un Prime Silva, en faisant beaucoup de mouvements de tête. Justement, les coups au corps, ça c'est, Oui. on esquive facilement avec sa tête, et esquiver avec le corps, c'est beaucoup plus difficile. Hein. Ça c'est Ah, mais clair. quand il est planté, qu'il commence à balancer tout ça, c'est terrifiant. C'est Ouais, terrifiant. c'est clair. Ce qu'il pourrait ajouter dans son arsenal, je trouve, c'est qu'il a un très bon middle kick. Mais Ouais. s'il ajoutait quelques low kicks justement pour couper le déplacement, en fait, pour freiner le déplacement, ce serait Ouais. encore ce serait parfait. Quoi. Parfait. Et quelle suite maintenant pour notre cher Roméo qui en a profité pour tricher un petit peu comme à son habitude lors du combat, qu'il a joué vieux briscard, mais bon, donc c'est une défaite, voilà, qui est après un magnifique combat, donc rien finalement. Enfin, je trouve que les commentaires, tu vois, la sueur qui disent Romero retraite maintenant, c'est un peu stupide, on va dire, parce que c'est pas comme si le mec s'était fait mettre KO. Il a fait un très bon combat, donc bon, là c'est plus. Moi, je trouve que c'est un peu triste plutôt pour le prochain qui va se taper Romero, dans le sens où le mec veut plutôt servir, on va dire. Non, c'est clair. Moi, je pense que ça va, il est encore Ouais. bien dans la caté. Hein, il y a aucun problème. Il n'a pas montré de faiblesse. On ne s'est pas dit merde, c'est plus le même Romero hein, dans ce combat-là. Il y en a même qui pensent il y a beaucoup de gens qui pensent Oui, qu'il aurait complètement. dû gagner. Donc, non, il est encore bien là. Et je pense qu'il peut mettre des toises à quand même un paquet de monde. Moi, je sais pas, je le vois bien faire une petite revanche contre Jacare Souza, histoire de se Ouais. relancer, ou même contre un combat que j'aimerais bien voir, ce serait très intéressant. Difficile hein, pour le coup, pas facile, mais très intéressant. Ce serait contre Kelvin Gastelum. Oui, également, ouais. Ouais, Parce ouais. que Gastelum, justement, il met la pression, il te lâche pas, et il a relativement de l'endurance. Donc, Et il peut mettre KO. Il peut mettre et KO. il a mis knockdown tous ses adversaires là, sur ses 5 Ouais. derniers combats, je crois. Donc, ce serait très intéressant de voir Romero contre Gastelum. Donc, il y Ouais. a encore plein de combats qui sont intéressants. Et comme je dis, si mettons, il met KO Gastelum et il bat, je sais pas, Jacare Souza ou un autre mec qui monte, il va tout de suite revenir dans le, Ouais. Ouais.
dans le title, dans le title shot. Ouais, dans les prétendants, ouais. Pour ma part, ouais, moi, je suis d'accord avec toi. J'aimerais bien contre Souza parce que Gastelum, comme il reste sur une défaite contre Adesanya après un combat extrêmement difficile, hein, enfin, le combat de l'année tout simplement, ou l'un des combats de l'année avec le Romero Costa, j'ai pas envie de voir un mec jeune, tu vois, s'infliger à nouveau ce niveau de dommage. Parce que c'est vrai que Gastelum, même le combat qu'il avait fait contre Jacare Souza, il avait aussi pris pas mal de dommages. Donc, tu vois, contre Jacare, tu vois deux mecs de 40 piges qui s'affrontent. Voilà, il n'y a pas trop d'enjeux sur le futur de la catégorie. Donc, Ouais, et puis bon, ça permettrait à Romero tu vois, parce que le premier combat était assez serré quand même. Donc, du coup, ce serait intéressant. Moi, je ne serais pas contre ouais, même si match retour. concrètement, je ne sais pas ce que tu en penses, pour moi, il a vraiment perdu là, sur les 2 dernières années. Jacare Souza, on voit que là, ça y est, Father Time a commencé à faire son office. Ouais, c'est vrai. Mais bon, quand même, tu vois, genre sa victoire contre Weidman, elle était intéressante. Ouais. C'est juste, c'est difficile, mais il y a toujours un moment où les profils comme ça, ultra athlétiques, bah, il y a toujours un déclin à un moment donné parce que tu peux pas maintenir ce type de physique et ce type de qualité comme ça sur le. Encore que Romero. Mais après, Romero, il a vraiment cette capacité, moi, par rapport, je trouve, à tous les mecs, bah, comme tu dis, les profils athlétiques, à avoir pleinement conscience du fait de se dire je ne peux que briller par explosion et le reste du temps, de toute façon, je vais être crevé. Donc, j'ai appris à combattre complètement mort et à prendre des pauses. Parce que c'est vrai que tous les autres, tu vois, ils n'ont pas été entraînés à ça, à se dire bah, finalement, tu as un Gaston qui est comme ça. Et donc, il faut que tu arrives à tenir avec une certaine intensité durant tout le combat. Non, Romero, c'est clairement rien faire pendant 2 minutes. Et ça, franchement, bravo d'avoir eu finalement cette... Non, c'est un master hein, là-dessus. C'est un maître au niveau de la tactique, justement, et il emploie tous les coups bas hein, pour ça. Hein. S'il peut tricher pour gagner 15 secondes, il le fera, quoi. Mais c'est habile, quoi. C'est habile. On peut que reconnaître ça, c'est clair. Ah bah là, on a eu le high poke et le coup dans les parties. Hein. Ouais, non, mais c'était marrant parce qu'on a vraiment eu, il y en a eu 2 droits, il s'est fait ah oui, là je peux. Là, ça y est, là je peux dire que j'ai mal. Non, mais c'était un petit peu nous, ça. on rigole, évidemment. Et même, moi je trouve que c'est pas super esprit chevaleresque, mais il faut noter qu'il y a un certain savoir-faire. Hein. S'il est capable de grappiller 3-4 secondes comme ça, il le fera. Quoi. Enfin, comme son combat contre Tim Kennedy. Exactement. Infamous combat de. Bon, bref, mais c'est intéressant. Mais c'est pour ça, Romero, ça fait un petit peu partie du personnage. Et maintenant, place à Nate Diaz qui est revenu avec une superbe victoire. Donc après plus de 3 ans d'absence, on avait beaucoup peur. On avait beaucoup peur avant ce combat-là, qui fait ensuite le call-out parfait avec Jorge Masvidal. Le combat devrait se faire selon toute vraisemblance, puisque Dana White, l'UFC, les fans veulent le combat. Masvidal, d'autant plus important, veut le combat. Donc bref, vraiment, en retour, le mec, il a coché toutes les cases. Option punchline en prime. Donc franchement, au top, hein, Nate. Au top, Nate, carrément. Moi, je m'attendais pas à le voir à ce niveau-là. Même si, bon, on sait qu'avec les Diaz, ils ont toujours une routine d'entraînement qui font qu'ils sont jamais vraiment à la rue. J'ai eu un peu peur au premier round. J'ai trouvé qu'il était un peu complètement. Maladroit. Il n'avait pas cette aisance qu'il avait d'habitude. Mais ça, c'est vraiment là, on peut vraiment mettre ça sur la rouille de ring, le ring rust. et on peut, c'est pas un déclin quoi. D'ailleurs, dès qu'il a pu enclencher la seconde et être un peu plus confortable dans l'octogone, on a tout de suite revu le Diaz qu'on connaît quoi. Donc c'est vrai que je pense qu'il a toujours quelque chose à apporter. Il a un style qui apporte des difficultés. Contre Anthony Pettis, il prenait un risque parce que je pense qu'Anthony Pettis avait vraiment les armes pour lui, pour vraiment gâcher son retour dans l'octogone. Après, Diaz a checké les kicks. J'ai bien aimé. Il faisait pas que ça. Il y avait le check, mais aussi c'est là où à distance. Ouais, mais c'est dans le sens où c'est là qu'il a cassé le pied aussi c'est vrai. Indirectement, on va dire. Non, c'est clair. Mais ce que je voulais dire, c'est que même de manière générale, j'ai trouvé qu'il avait été plus malin dans son approche. Il changeait beaucoup de garde justement pour éviter. Dès qu'il était vraiment à distance, il se mettait en garde opposée, en gaucher ou pour rendre plus difficile les low kicks de la jambe arrière d'Anthony Pettis. Et ça, c'était plutôt intelligent. On sent qu'il a bien taffé, quoi, justement, et qu'il voulait pas qu'il voulait pas refaire en fait ce qu'il avait fait contre RDA, où il avait vraiment
Hardy, ouais. Il avait encaissé plein pot. Et donc, du coup, c'est pas mal. Le combat contre Masvidal, évidemment, il fait vraiment rêver les gens. Ouais. Ça va être vraiment intéressant. Que dire d'autre? Petite pensée pour Anthony Pettis, qui, je pense, là, bah, en fait, c'est un peu problématique. À partir du moment où tu commences à casser tes armes dans les combats, dire Anthony Pettis, c'est marrant parce que mentalement, je pense qu'il est fort. Il est difficile à terminer, Anthony Pettis. Vraiment, on va dire concrètement, c'est difficile de le soumettre, c'est difficile de le mettre KO. Mais là, en ce moment, ça fait plusieurs combats qu'il perd juste par blessure. Contre Dustin Poirier, contre Tony Ferguson, là contre Ned Diaz. Et contre Dustin Poirier, bon, c'était une côte qui s'était pétée, donc ça peut arriver, c'est extrêmement douloureux. Mais contre Tony Ferguson et contre Ned Diaz, bah, c'est ses armes qui commencent à se casser. C'est-à-dire Tony Ferguson, c'est sa main, Ned Diaz, c'est son pied. Donc à partir du moment où tes surfaces avec lesquelles tu frappes tiennent plus la route, bah, c'est compliqué. Là, ça commence à devenir difficile pour toi de je sais pas, j'arrive pas à déterminer où il en est réellement, Anthony Pettis. Ah oui. Bah après, moi, je trouve que on va dire, c'est une carrière intéressante dans le sens où, tu vois, la période quand il était descendu en featherweight avec les combats contre Max Holloway, pour moi, ça n'allait nulle part. Mais là, aujourd'hui, tu vois, il arrive à enchaîner victoires et défaites, mais à chaque fois contre des noms, et à chaque fois, c'est jamais des défaites honteuses. À chaque fois, il apporte quand même des combats qui sont assez plaisants. Certes, il est plus du tout dans une optique de titre, mais tu vois, ça reste, bah là, tu vois, il était Coco Main Event, combat, on peut dire, qui était le plus attendu de la soirée. Donc bon, tu vois, s'il continue comme ça, tu vois, nous sortir des combats de ce type, moi, tu vois. Ouais, donc c'est sûr, c'est clair, ça peut être un bon action fighter. Après, je sais pas s'il pourra. En fait, moi, mon interrogation, c'est s'il peut maintenir ce régime-là, parce que s'il se blesse à chaque combat, bah, je sais pas, j'ai un doute. Encore une fois, il a réussi à battre Stephen Thompson. Donc il est toujours capable de moments de brillance, mais là, en fait, évidemment, là, dans ce combat, c'était vraiment flagrant parce qu'il s'est écroulé, quoi. Au premier round, dès qu'il a eu le pied pété, bah, c'était terminé, quoi. En gros, il était plus capable. Et en plus, au niveau du game plan, il se renouvelle vraiment pas. C'est-à-dire, c'était étonnant parce que on a tendance à dire que les catégories légères sont plus techniques que les catégories, on va dire, un peu plus lourdes. Mais là, Anthony Pettis, il était poussé contre la cage et il faisait rien de rien pour sortir de l'enfermement, pour désaxer, pour pivoter, pour gérer avec l'agression de Nate Diaz. Alors que sur la même carte, tu avais Costa et Romero. Et Romero, il a pris carrément un round quasiment de pause où il arrivait tout à fait à gérer la pression, à désaxer, à sortir des angles d'attaque de Costa. Donc c'est étonnant de se dire ça qu'après, parce que maintenant tout le monde connaît c'est un peu comme Ned Diaz, quoi, tout le monde connaît les défauts d'Anthony Pettis. Complètement. Et c'est fou qu'il n'arrive pas à gérer ce truc-là, qu'il n'ait pas réussi à bosser. Parce que Ned Diaz, honnêtement, il est bon, mais c'est pas le meilleur octogone cutter, quoi. Il avance en ligne droite, il n'est pas très construit sur sa manière de pousser contre la cage. Et il y a plusieurs moments où vraiment Anthony Pettis, il restait dos à la cage et il faisait rien. Et il attendait comme ça. Et ça, c'est pas possible. Quand tu combats contre un mec comme Ned Diaz, faut tout de suite ressortir. Faut jamais rester dans. Tu peux pas battre un des frères Diaz. Tu peux pas le battre sur des échanges comme ça où tu vas prendre un coup, il va prendre un coup. Ça marche pas comme ça. Complètement. Entièrement d'accord. Bon bah voilà, pauvre Anthony Pettis, en tout cas Diaz, voilà, qui revient, qui coche absolument toutes les cases, ça fait très plaisir. D'autant plus qu'il a l'air d'être, à dire déterminé à être actif. C'est vrai que maintenant il a quoi? Il a 34 piges. Donc bon, si en plus il fait des combats, c'est ce que j'aime bien aussi, c'est tu vois, il confirme le fait, tu vois, que t'as pas besoin de viser le titre pour faire saliver les femmes, parce que ce combat contre Masvidal, pour lui, bah, certes, s'il l'emporte, bah, il sera dans les contenders pour le titre welterweight, mais je pense que c'est pas ce qui l'intéresse au fond. Aujourd'hui, il veut juste des combats qui lui fassent plaisir à lui. Bah moi j'espère, parce que ça me ferait vraiment chier que, avec tout l'amour que j'ai pour Diaz, il n'y a pas de problème, mais ça me ferait vraiment chier qu'il passe devant Edwards ou des mecs un peu plus méritants, quoi. Enfin, parce que là, il a battu Anthony Pettis, mais Anthony Pettis, il perd un combat sur deux, quoi. Enfin, honnêtement, à ce stade de sa carrière, c'est ça. Là, le combat contre Masvidal, ça va être compliqué. Oui, c'est un combat fun, mais au niveau de la pertinence dans les rankings welterweight, s'il bat Masvidal, ce que je veux dire, c'est qu'il s'établit vraiment comme un bon contender, quoi. Mais après, ça me ferait chier qu'il ait le title shot juste après avoir
avoir battu Masvidal. Là, je pense que ce serait pas fair quoi, pour le reste de la KT. Encore une fois, mon avis seulement. Ça ne représente en aucun cas la position Casper sur l'état de la compétition. Non, mais je suis entièrement d'accord. Après, bon, c'est vrai que Leon Edwards, là, lui, il commence à être dans une situation un peu compliquée parce que c'est vrai que si Masvidal Diaz se fait, comme selon toute vraisemblance, on devrait avoir Ousmane Covington à l'UFC 244 à New York au mois de novembre, je sais pas qui va lui filer l'UFC. Parce que c'est vrai que c'est un mec, bah, on le dit à chaque fois, hein, qui est pas le plus passionnant des gars. Donc c'est vrai que là, si tu as tous les top contenders qui s'entretuent et que lui est laissé de côté, il y a un peu ce risque de se faire oublier parce que le meilleur combat qu'il pouvait espérer, c'était ce combat contre Masvidal parce qu'il y avait cette espèce de rivalité entre les deux mecs classés. Donc là, tu peux lui filer Ponzinibbio, dont on n'entend plus vraiment parler, mais pareil, là, c'est un peu le combat des deux mecs oubliés. Hein. Mais... Ouais, et puis en plus, c'est un combat dangereux, quoi. Ouais. Tu prends un risque contre un mec qui est pas très connu, mais qui est quand même vraiment bon. Et c'est pas cool. C'est vrai que Edwards, c'est un peu le dindon de la farce en welterweight. Ce qui est, moi, encore une fois, j'arrive pas tellement à comprendre parce que bon, c'est clair qu'il est pas haut en couleur comme personnage, mais franchement, il est tellement efficace que quelque part, je m'en tape un peu, quoi. Enfin, je trouve il est bon, il est excellent. C'est dommage qu'il soit un peu perdu dans le maelstrom des welterweight. Oh là là, terrible. Terrible. Eh bien maintenant, mon cher Polydomso, on va répondre aux questions. Puisque ça y est, nous sommes de retour, vous pouvez nous poser des questions sur contact@lasueur.com, Instagram @lasueur. À chaque fois en DM, ça nous fait très plaisir puisqu'on y répond bien avec joie. Bien. J'aimerais avoir votre avis. Donc, question de Geoffrey. Bonjour, merci pour votre travail. Depuis quelques mois, je n'oublie plus une seule vidéo de vous. Vous donnez vraiment envie de s'intéresser en profondeur au MMA. Merci Polydomso pour tout votre travail d'analyste. J'aimerais avoir votre avis sur Michael Johnson. Comment peut-on avoir presque autant de défaites que de victoires, ne plus être dans le top 15, mais être celui qui a battu pour la dernière fois les deux monstres contenders actuels, Ferguson et Poirier, étant chacun à l'époque sur de bonnes séries de victoires. Merci d'avance, Geoffrey. Bah, c'est vrai que déjà, on peut dire que ça fait un petit moment quand même qu'il les a battus. Hein, voilà. Ouais. Ouais, et en fait, ouais, ça fait un petit moment. Après, c'est vrai que c'est quand même des belles victoires, faut pas lui enlever ça. Il n'y a pas eu le Tony Ferguson n'était pas nul à l'époque, quoi. Il était quand même déjà excellent. Et pareil, Dustin Poirier, il était dans sa phase de reconversion. Il l'a fait passer d'un brawler assez talentueux à vraiment un bon boxeur-puncher technique en léger. Donc, il n'y a pas de... faut pas lui ôter ça. Je trouve que Michael Johnson, mon avis sur le cas Michael Johnson, c'est que c'est un mec qui avait d'énormes qualités, qui a toujours d'énormes qualités physiques. Il a des mains très rapides, il a un bon footwork, il se déplace bien, il a du pouvoir de KO. Dans l'absolu, il a un bon niveau en striking. Il avait une excellente takedown de défense pendant longtemps. Donc, il avait pas mal de qualités qui faisaient qu'il pouvait vraiment surprendre beaucoup de gens. Le problème, je trouve, moi je trouve qu'il a toujours un peu empêché Michael Johnson de vraiment percer, c'est que quand ça marchait pas vraiment, bah, il y avait un écroulement de son game plan et il s'entêtait dans des stratégies où il perdait, quoi. Notamment les exemples flagrants que je peux sortir, c'est son combat contre Ned Diaz où premier round il arrive à placer ses low kicks, ça se passe relativement bien, mais il prend quelques jabs. Et à partir de là, il commence à essayer de boxer avec Ned Diaz. Et alors là, c'est une catastrophe parce que tu peux pas, comme je disais précédemment, tu peux pas échanger selon les termes de Ned Diaz. C'est toi qui dois faire ton combat. C'est pas Ned Diaz qui doit faire son combat, sinon tu vas te faire bouffer, quoi. Ça, c'est clair. Et même contre Khabib, on peut utiliser cet exemple-là aussi. Contre Khabib, au premier round, il arrive à se déplacer relativement bien. Il touche un petit peu. Je vais pas exagérer. Il y en a beaucoup qui en font des caisses du moment où il a touché Khabib. Juste à toucher proprement Khabib une fois. Et au lieu de se dire, bah, je vais maintenir ce niveau-là, je vais continuer de me déplacer, je vais essayer de ne pas être trop gourmand, bah, il essaye de mettre KO Khabib et là, il se fait mettre au sol. Et à partir de ce moment-là, après, il y a un moment, il saute, il essaie de faire une guillotine sur Khabib. Enfin, on sent qu'au niveau du game plan, en fait, il se frustre très rapidement, je pense, Michael Johnson. Il y a beaucoup de moments où il se frustre rapidement et quand ça ne marche pas, bah, il va balancer un peu des trucs comme ça, des all-in, qui ne lui permettent pas de gagner un combat sur la durée. L'autre théorie que j'ai sur Michael Johnson, c'est que je pense que c'est un mec qui, à mon avis, doit battre beaucoup de gens à l'entraînement, qui doit être excellent dans la salle et beaucoup moins bon en fait dans l'octogone.
Parce que j'ai vu pas mal de vidéos où il se paraît notamment avec Kamaru Usman, avec des Ouais, mecs mais comme c'est ça. des guerres. Enfin, pour moi, c'est aussi Mais un voilà, problème un peu de camp, entre guillemets, parce que c'est vrai que le camp Henry Hooft, j'ai l'impression qu'il enferme un petit peu les mecs dans ce qu'ils savent faire. Parce qu'aujourd'hui, Michael Johnson, c'est presque quasiment juste un brawler, tu vois. Donc, et je trouve que c'est assez, comme tu dis, je trouve que c'est assez triste. c'est dommage, on est passé à côté de quelque chose parce que je pense que Michael Johnson, bien utilisé, si j'ose dire, et bien Complètement. guidé, ça aurait pu être vraiment un énorme contender. Parce Ouais. il avait quand même d'énormes qualités. Bah, il a Ça failli toujours. battre Justin Gaethje, quand même. Ouais, encore une fois, bon exemple, tu vois, quand il a vu que ça marchait pas, il s'est entêté dans le brawl, alors qu'avant, au premier round, bah, il essayait de timer son uppercut et tout, il avait une stratégie. C'est étonnant parce qu'il vient toujours avec un bon game plan, Ouais. et en fait, s'il gagne pas comme ça, bah, il s'écroule, tu vois. Enfin, ça, c'est étonnant. Question de mental, je pense, ouais. Et pareil, je suis assez d'accord avec toi, je pense que les guerres à l'entraînement n'ont pas aidé Michael Johnson. Eh oui. Enfin, bon. On verra bien, on verra bien. Question d'Alexandre. Cormier versus Jones en heavyweight. Salutations tout d'abord, bravo les gars pour votre travail, vos analyses de qualité et votre bonne humeur. Les médias tels que vous manquent cruellement en France concernant le MMA. Merci, merci. Alors voilà, j'ai lu votre article où John Jones ferme la porte à une trilogie face à DC en heavyweight. Sachant qu'il semblait prêt à effectuer sa transition vers les poids lourds, puisqu'il voulait vraisemblablement affronter Stipe Miocic, oui, c'était il y a quelques mois. Ne trouvez-vous pas ça bizarre qu'il ferme la porte à un combat contre DC en heavyweight? Il l'a certes battu 2 fois, mais l'une de ses victoires entachée de dopage. On va pas refaire l'histoire, mais tout de même, malgré son immense talent que je ne remets pas en cause, loin s'en faut, le gars se dope et tout le monde s'en branle. Je pense d'ailleurs que DC aurait bien plus de chances de le battre en heavyweight, c'est sa catégorie naturelle, donc moins de stress au niveau de l'organisme pour être au poids, plus de puissance et sans doute une meilleure capacité à encaisser les coups. Dommage au passage qu'il n'y ait pas figuré plus longtemps pour laisser le champ libre à Ken Velasquez. D'autant plus que Jones a pas mal à gagner d'une éventuelle trilogie si DC parvient à battre une nouvelle fois. Oui, c'était juste avant donc le combat contre Miocic. Stipe que Jones monte et le tape en heavyweight, ce que je ne souhaite pas au passage. J'aimerais beaucoup que DC soit le premier à lui botter le cul. Il devient Chem, s'assure sans doute le titre de GOAT pour un sacré moment. Au passage, non, Cerudo n'est pas le GOAT, il se ferait sûrement déboîter dans les catégories supérieures. Ne pensez-vous pas au final que Jones la joue petit bras en refusant de monter en heavyweight pour affronter DC? Prenez soin de vous les gars, Alex. Je suis un peu d'accord avec Alex, mine de rien. Bah, c'est pas seulement pour DC. Ça fait un moment que les gens parlent de ce départ en poids lourd qui ne vient pas. Qui ne vient pas, il reste en gros léger. Je pense qu'il y a toujours l'incertitude. Est-ce que les qualités en fait de John Jones arriveraient à être égales ou meilleures en poids lourd? Je pense que personne ne le sait. Et d'ailleurs, John Jones ne le sait pas. Et je pense qu'il ne veut pas laisser de place à l'incertitude et au risque. Surtout face à un mec comme Daniel Cormier, parce que comme l'auditeur le disait, certes, il a gagné le premier combat, mais le deuxième combat est entaché de controverses. Et s'il y a un troisième combat, il n'y en aura pas 4. Ça, c'est clair. Et si Daniel Cormier bat John Jones, bah, c'est terminé, quoi. Il ferme la porte à la trilogie et il en sortira comme grand vainqueur parce qu'il aura gagné le dernier combat et qu'on pourra dire bah, de toute façon le deuxième combat il était dopé et puis de toute façon John Jones était dans sa catégorie alors que Daniel Cormier ne l'était pas. Donc en fait, je pense que on peut dire beaucoup de choses sur John Jones, on peut le critiquer, mais c'est quelqu'un qui calcule beaucoup. Et d'ailleurs, une partie des critiques vise ce point-là, mais c'est quelqu'un qui est extrêmement rationnel, je pense, à ce niveau-là. Il se dit qu'il a beaucoup plus à perdre qu'à gagner dans une trilogie contre Cormier. Parce que, en réalité, c'est pas comme s'il avait gagné un combat et qu'il en avait perdu un. Là, la trilogie, elle aurait du sens. Il a gagné les 2 combats. Quoi qu'on en dise, il les a gagnés tous les 2. Même si, bon, évidemment, il y a controverse parce qu'il y a dopage, je retire pas ça du tout. Hein. Mais du coup, il se dit, bah, je peux très bien rester là où je suis et dire de toute façon, je l'ai battu 2 fois. Et personne pourra lui dire le contraire de toute façon. Tout ce qu'on pourra dire, c'est oui, éventuellement, c'était pas sa catégorie. Mais là, en plus de ça, vu que Daniel Cormier vient de perdre contre Stipe Miocic, moi je pense que ça éloigne encore plus Complètement. le combat. Mais il a perdu la seule chose qui pouvait intéresser John Jones, à savoir la ceinture. Voilà. C'est ça. Et je pense que là, John Jones, il a moins de risques à prendre. Il y a rien. Daniel Cormier n'a plus de levier en fait pour faire venir John Jones. Donc c'est dommage parce que je suis assez d'accord encore une fois avec l'auditeur. Je pense que Daniel Cormier aurait plus de chances contre John Jones en poids lourd. Ouais. Notamment parce que moi je trouve que le deuxième combat entre DC et John Jones, je trouve que DC faisait un super combat.
qu'il était très intelligent. Et comme il a touché plusieurs fois John Jones, je pense que les impacts en poids lourd seraient plus lourds. Et je ne sais pas si c'est une inconnue. Hein. Peut-être que ça tiendrait, peut-être que ça tiendrait pas. Mais je ne sais pas si le menton de John Jones tiendrait en poids lourd. Donc, effectivement, j'aurais tendance à mettre un billet sur Daniel Cormier si le combat se faisait en poids lourd. Je pense qu'il ne se fera pas en revanche. Hélas. Complètement. Mais en tout cas, John Jones, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer. Parce que tu vois, pour moi, dans cette montée-là, tu avais. L'avantage, c'est qu'en étant face à DC, tu vois, c'est pas qu'il affronte pas un vrai lourd, mais je pense que pour lui, tu as moins de risques que si tu affrontes un mec comme Miocic, tu vois, qui est pour le coup là, qui a fait toute sa carrière chez les lourds, et où là, t'as pas cette. Parce qu'on voit bien, même contre le combat contre Thiago Santos, John Jones, il se prend certes des coups, mais il roule un peu avec, tu vois. Et là, tu n'aurais pas ce côté de me dire, je vais rouler avec des énormes parpaings à chaque fois. Donc, c'est vrai que pour lui, comme tu l'as dit, hein, c'est un gros pari, surtout que John Jones, voilà, avec. Il a énormément de fans, mais aussi énormément de gens qui disent il s'est dopé. Donc s'il monte en lourd, il joue quasiment tout son héritage. Hein, parce que le jour où John Jones perd, c'est un peu comme Mayweather ou les Khabib, quand tu perds, tout va s'effondrer pour toi. Donc, non, c'est clair. Surtout John Jones. Parce qu'il est quand même. Il a certes des fans indéfectibles, mais il a aussi des critiques indéfectibles aussi. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, honnêtement, moi je veux voir John Jones en lourd parce que je pense qu'il serait excellent en lourd. Je pense qu'il arriverait très bien à gérer, en tout cas, pas mal de combattants. Les combattants, ce serait beaucoup plus problématique, mais je pense qu'il pourrait vraiment percer en lourd. Mais il y a aussi beaucoup de gens, on va pas se voiler la face, qui veulent le voir en lourd parce qu'ils veulent le voir perdre, tout simplement. Et qu'ils savent qu'il n'y a plus personne de toute façon en light heavyweight pour venir le surprendre. Donc il y a les deux, quoi. Et je pense que John Jones, quelque part, et c'est pour ça, je lisais, on est critiqué la sueur parce qu'on n'est pas cohérent. Et c'est vrai, on n'est pas cohérent. Il y a des moments où on critique les gens qui se dopent et il y a des moments où on ne critique pas. Donc moi, pour ma part, ce qui fait la différence entre un mec qui se dope et ma façon de penser par rapport à John Jones et par rapport aux autres, c'est que John Jones, moi, je ne le supportais pas quand il essayait de jouer au Boy Scout. Ça m'insupportait. Quand au début de sa carrière, quand il était je suis un bon chrétien, je suis bien gentil, tout ça, ça me rendait dingue parce que c'était de la faux cuterie niveau 100 et je supportais pas le personnage comme ça. À partir du moment où il a assumé que c'était un bad boy, moi, quelque part, je suis pas prêtre, je suis pas imam, c'est pas à moi de le juger, donc je me dis, bon, il assume que c'est un enculé, ça me va très bien, tu vois, ça me va très bien. Et c'est pour ça que, John Jones, personnellement, sa personnalité, moi, elle passe aujourd'hui. Mais ça ne tient qu'à moi, quoi. Et donc voilà, c'était juste pour montrer patte blanche sur notre appréciation de John Jones. Après, ça n'enlève rien, hein, de la critique sur laquelle il est dopé, tout ça. Je suis d'accord à 100%. Hein. Les gens ont raison, ça se fait pas. Et c'est juste qu'on peut, c'est pour expliquer pourquoi on peut paraître un peu laxiste vis-à-vis de John Jones. Je pense qu'on a un peu ce côté-là, il assume que c'est un peu une ordure. Ça n'enlève pas que c'est une ordure, mais. Puis pour tout ce qu'il apporte dans la cage aussi, quand même. Et voilà, il y a la technique, il y a le niveau et tout, mais c'est assez clair. Mais bon, de toute façon, on est dans un sport où, honnêtement, je pense qu'il y a quand même une grande majorité de combattants qui se supplémentent, sans vouloir jouer. Diaz l'a dit, hein. Ils sont tous sous stéroïdes. Voilà, c'est ça. C'est pas pour jouer les cyniques, évidemment, c'est problématique, évidemment, c'est compliqué, mais bon, on est dans un monde un peu de requins et si tu peux gagner un petit peu d'avantage, tu vas essayer de grappiller là où tu peux, quoi. Donc, et John Jones, je pense que maintenant, dans sa personnalité, honnêtement, l'héritage, il s'en tape un petit peu. Je pense. Hein, moi, je pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment tout. Enfin, pour lui, je pense que c'est tout. Je pense que chaque combat, c'est vraiment jouer son héritage. Je pense qu'il en a pleinement conscience parce que c'est tout ce qui lui reste. Comme il a plus ce côté boy scout avant, où tu te dis, tu vois, un peu à la DC, en gros, si tu perds, c'est pas que c'est pas grave, mais tu vois, tu as toujours l'UFC qui va te dire, c'est un bon gars, tout le monde va dire c'est un bon gars d'ici, c'est un exemple pour les jeunes. John Jones, le jour où il perd, tu vois, il pourra même plus se raccrocher à je suis le GOAT, je n'ai jamais perdu, parce que tout le monde va lui tomber dessus. Entre Dana White, je pense qu'il sera le premier à dire voilà, regardez son mode de vie, regardez, tu vois. Je pense qu'il se prendra une avalanche, mais de critiques, ça va être d'une puissance. Non, c'est vrai. Mais moi, je suis d'accord. L'héritage, j'étais un peu extrême dans mes propos, je reviens en arrière. L'héritage, évidemment, a de l'importance. Je te rejoins, tu as raison. Mais ce que je voulais dire, en fait, c'est que c'est un calculateur. S'il peut avoir l'héritage du meilleur light heavyweight de tous les temps, sans prendre de risque en poids lourd, il le fera. Ça, c'est sûr. Il n'a pas ce côté.
tu vois, il va pas prendre de risques, quoi. Il a pas ce côté panache, je pense, tu sais, de se dire, ouais, je vais combattre. Et s'il le fait, bah, il m'aura donné tort et je serais content qu'il me donne tort. Mais je pense que s'il peut éviter de prendre des risques inconsidérés, il le fera. Ça, Surtout s'il le peut, en fait, parce que moi, c'est un truc, plus on parle, tu vois, plus même lui dit que sa montée est inévitable, plus moi j'ai des doutes, dans le sens où je pense que morphologiquement, pour lui, à mon avis, il y a une limite, tu vois. Je le vois pas être en capacité de prendre 20 kilos comme ça. Parce que je pense qu'au niveau de sa morphologie, il peut pas, je pense, moi, John Jones, c'est être à 113 kilos, tu vois, en mode tranquille ou sans avoir ce côté un petit peu. Bah, disons que s'il prend 113 kilos comme ça à cet âge-là et tout, il y aura toujours des doutes de toute façon dans la manière dont il les aura pris. Et du coup, ça n'ira pas en faveur de son dossier. Je suis assez d'accord. Je pense en plus de ça, plus il vieillit, plus ça va être difficile de faire la transition. Donc, est-ce qu'il serait pas en train de jouer la montre, le John Jones? C'est fort possible. Mais néanmoins, quand même, il joue un jeu quand même dangereux. C'est que même si c'est le king incontesté en light heavyweight, je pense que l'écart est en train de se réduire parce que justement, il perd de sa capacité physique de combat en combat parce qu'il de jour en jour. De jour en jour. De combat en combat. Et on l'a vu contre Thiago Santos. Quoi. Les gens, si on avait dit aux gens, ouais, dans 2 ans, Thiago Santos va presque battre John Jones, tout le monde aurait rigolé. Personne n'aurait pris le truc au sérieux. Et pourtant, il même avant le combat d'ailleurs. Même avant le combat, ça c'est clair. Et je pense que ce qu'il a comme technique, ça va être compensé par l'athlétisme de certains combattants qui vont arriver en plein prime contre lui. C'est un mec comme Rakic ou comme Reyes ou comme des gens comme ça. Le game évolue aussi. Les light heavyweights sont de plus en plus complets. Regarde par exemple Ozdemir, son combat contre Ilir Latifi. Moi j'ai trouvé qu'il avait vraiment. Il n'a jamais été aussi bon. Non, c'est un truc de dingue. Donc même un mec comme Ozdemir, qu'on pensait un peu limité, commence à devenir de plus en plus complet. Et pourrait être dangereux, tu vois, ça pourrait être un mec dangereux. Il y a des gens qui parlent de Blachowicz et tout ça. Tous ces gens-là qu'on prenait pas vraiment au sérieux il y a quelques années, commencent à montrer qu'ils ont des armes et qui pourraient vraiment faire trembler, je pense, un gars comme John Jones sur ses fondations. En tout cas, qui apporterait quelque chose d'important, d'intéressant. Et je pense qu'en plus de ça, John Jones, honnêtement, c'est ma théorie, il reste quand même au-dessus du light heavyweight. Mais quand tu es tout le temps, on va dire quand tu es le grand poisson dans une petite mare, si je peux me permettre cette image, tu deviens un peu laxiste avec toi-même et tu progresses pas trop. Et moi, j'ai remarqué que, par exemple, son combat contre Thiago Santos, je l'ai revu, par exemple, au niveau des takedowns, je trouve que John Jones, il est beaucoup plus maladroit qu'avant, quoi. Avant, il rentrait, il te mettait au sol comme il voulait. Là, c'est beaucoup plus téléphoné dans sa façon de faire. Donc, après, moi, j'attends le prochain combat. Parce que je trouve que c'est un peu dur de lui tomber dessus sur le combat contre Thiago Santos. Parce que, mine de rien, il ne faut pas oublier que le combat contre Santos était en juillet. Le 30 décembre, il nous a sorti une petite masterclass contre Alexander Gustafsson. Donc, tu sais, je me dis, il y avait peut-être physiquement, il y avait peut-être quelques pieds. Et puis, peut-être qu'il y a eu un petit peu de suffisance de sa part aussi avant ce combat-là. C'est vrai. Non, c'est clair. Là, j'essaie de m'emballer un petit peu sur ce truc-là. Mais je pense de toute façon que le déclin et l'appauvrissement technique, c'est inévitable à partir d'un certain moment. Donc même s'il reste peinard, tranquille dans la catégorie light heavyweight, il y aura un moment où de toute façon, matériellement, il y aura forcément un challenge. Ça, c'est clair. Ça, c'est pour les gens qui se disent, qui veulent voir John Jones perdre. Je dis patience, à un moment donné, ça arrivera. De toute façon, c'est clair, quoi. C'est inévitable. Sauf s'il se barre au fait de sa splendeur. Comme Thanos, c'est inévitable. Bien, super, merci mon cher Polydomso. Semaine prochaine, preview de l'UFC 242, auquel nous assisterons. Donc Habib contre Dustin Poirier, et puis en gros, c'est toute la team musulmane contre le reste du monde. C'est un peu ce que l'UFC a fait. Toujours très bon en géopolitique, l'UFC. Donc ça promet. Voilà. À la semaine prochaine, mon cher Polydomso. N'hésitez pas à nous écouter sur toutes les plateformes, à vous abonner, à balancer les 5 étoiles sur iTunes. Salut. Soit.